Donc, le prochain orateur est Alain Bernard. Pourquoi Alain Bernard? Parce que me trouvant au cirque, je suis au cœur de la recherche sur le cancer, et en particulier sur le cancer du pancréas. Et d'autre part, mon passage pendant 4 ans à l'HAS, sous la direction de Jean-Michel Dubernard, m'a permis de rencontrer Alain Bernard, chirurgien thoracique, comme vous le savez, mais aussi spécialiste de l'évaluation. J'ai tout appris de lui. Et je crois qu'il a beaucoup à nous dire sur le sujet qu'il va traiter concernant la recherche translationnelle et comment intéresser les chirurgiens à cette recherche translationnelle. Alain, à toi. Merci, Monsieur le Président. Merci. Alors, Christian, quand tu m'as posé cette question, c'était pas facile d'y répondre. Alors, j'ai essayé d'être le plus simple possible, le plus didactique possible. C'est un peu la voix cassée, je m'en excuse. Alors, je vais essayer de parler plus fort. Vous m'entendez bien, là? Ouais. Voilà, donc, qu'est-ce que c'est ce concept un petit peu bizarre? Alors, c'est vrai que peut-être pour les oncologues, les médecins, ça parle davantage, mais je vais essayer de vous convaincre que les chirurgiens ont leur place dans cette recherche dite translationnelle. En effet, la définition qui est communément reconnue, c'est le passage de la recherche fondamentale à l'application clinique. Ça implique forcément, inévitablement, des cliniciens, mais également des chirurgiens. Et on verra tout au long de cet exposé comment les chirurgiens ont leur mot à dire et peuvent s'impliquer de manière très active. C'est le chaînon indispensable et qui permet d'accélérer, de favoriser l'application de ces découvertes. C'est un continuum. C'est vrai qu'en France, c'est peut-être insuffisamment structuré, encore que vous verrez que l'Institut national du cancer, l'INCa, fait des efforts énormes pour faire des appels à projets concernant cette recherche, mais c'est vrai que c'est peut-être mal connu par rapport pour nos équipes universitaires ou chirurgicales. Alors vous voyez, très simplement pour résumer, vous avez d'un côté la recherche fondamentale qui se fait dans les laboratoires, in vivo, in vitro, tout ce qu'on veut, et puis de l'autre côté il y a la recherche clinique, qui est une étude. C'est important ces définitions parce que la recherche clinique c'est des études organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement, d'améliorer la connaissance et aussi bien biologique que médicale. Et entre les deux, il y a la recherche translationnelle qui peut intéresser d'un côté les universités, bien évidemment, mais également tous les secteurs hospitaliers, publics et privés. L'autre diapo, pour résumer, vous voyez ces pavés. D'un côté, sur votre droite, vous avez tout ce qui est vraiment la recherche dite cognitive, c'est la recherche dure de laboratoire, des savants, voilà, qui sont nobelisables un jour, etc. Et puis, l'autre côté, il y a toute la recherche plus clinique, pratique. Et entre les deux, il faut qu'il y ait une continuité. La recherche fondamentale n'a d'intérêt que si, à mon avis, je pense que c'est intérêt, si elle permet un jour ou l'autre d'améliorer le soin aux patients, d'améliorer la connaissance scientifique dans l'intérêt des patients. Si c'est pour faire de la recherche fondamentale, pour dire j'ai une belle publication dans Nature ou autre, à mon avis, ça a peu d'intérêt. Voilà un petit peu le contexte. Alors, quels sont les domaines d'application qui peuvent concerner le chirurgien? Alors, il y a tout l'aspect diagnostic et pronostic, notamment les tumeurothèques. Il y en a sur le territoire français, il y en a déjà pas mal qui sont en place, mais justement le rôle du chirurgien est important. J'ai souligné tout ce qui peut intéresser et où le chirurgien peut avoir un rôle très actif. Et ensuite, il y a tout ce qui est l'imagerie fonctionnelle. On verra que vous verrez de plus en plus que l'imagerie fonctionnelle et la chirurgie seront de plus en plus associées. Et puis, évidemment, il y a tout l'aspect thérapeutique, notamment les dispositifs médicaux, les technologies, et puis l'amélioration de la qualité de vie. On l'a vu tout à l'heure dans l'exposé de notre collègue suisse. Alors voilà. Alors quel est le processus? Là, c'est un peu ironique. C'est sûr que si on présente cette plaque aux chirurgiens, ils vont dire « j'y comprends rien, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?» C'est encore des algorithmes de savants fous ou de chercheurs qui n'ont rien compris à la vie quotidienne et à la vie pratique de la chirurgie. En fait, on va essayer de simplifier au maximum, et je pense que ça reflète assez bien la réalité. Il y a la recherche fondamentale, je l'ai déjà dit, laboratoire, animaux, stade préclinique, et qui formule de grandes hypothèses. Ça y est, j'ai trouvé la technique, le marqueur génial qui va transformer la prise en charge de nos patients, voire la guérison. Et puis, il y a l'application. Il y a 2 types d'études sur lesquelles je vais revenir. C'est ce qu'on appelle les études de faisabilité. Elles sont très importantes, vous verrez pourquoi. Et je pense que là aussi, même les équipes chirurgicales peuvent avoir un rôle. Et puis les études de cohorte, et on verra à quoi ça correspond.
Donc l'étude clinique de faisabilité, ça permet de savoir si cette nouvelle technologie, qu'on vous prône, qu'on vous vante, les mises en vente les mérites, est-ce qu'elle est prometteuse, est-ce qu'on a la confirmation? Et pour cela, au départ, il n'y a pas besoin de faire des essais sur des milliers de patients. Il y a des méthodes très simples qui permettent, mais qui vont être mises en place très tôt, très en amont, dès que la phase préclinique est terminée, avec un choix de seuil d'efficacité, bien évidemment, et qui permettent d'arrêter rapidement, à dire c'est pas la peine, on n'a pas atteint l'efficacité, sur quelques dizaines de patients, c'est pas la peine de continuer cette étude pour cette nouvelle thérapeutique pendant des dizaines, des milliers de patients, on sait très bien que ça ne marchera pas, c'est pas la peine de dépenser de l'argent. C'est ça l'étude de faisabilité, donc c'est important, donc ça évite de poursuivre une technique inutile, et puis après, en revanche, si c'est prometteur, ça permet de préparer les futurs grands essais thérapeutiques qui vont suivre. Les études de cohorte, alors là aussi, c'est très intéressant, et là, ça concerne aussi les équipes chirurgicales. C'est notamment pour identifier, valider un certain nombre de marqueurs biologiques, qu'ils soient pour le diagnostic ou le pronostic des cancers, pour améliorer la stadification. C'est la collecte des tumeurs et des liquides biologiques, ou des biobanques. Donc ça permet, mais également en parallèle, ça ne suffit pas. Il y a tout un recueil des données cliniques et biologiques, caractéristiques du patient, le stade tumoral, l'histologie et le suivi. Et là, c'est là que l'équipe chirurgicale a un rôle important en participant de manière active à ces études de cohorte. À titre d'exemple, il y a les bases de données que l'INCa appelle clinico-biologiques. Ce sont des protocoles de recherche pour développer des outils de recherche épidémiologique, bien évidemment, mais également aident à la meilleure compréhension des mécanismes moléculaires, identifier des méthodes diagnostiques. Tout ça, c'est les objectifs de ces bases de données clinico-biologiques. Donc, il y a eu un appel à projet en 2012. Vous pouvez aller sur le site de l'INCa. Vous verrez que pour le cancer du pancréas, 12 centres y participent et de manière pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il y a des équipes chirurgicales qui participent à la collection des tissus, des exérèses pancréatiques qui sont collectés pour améliorer la connaissance. Voilà. Donc, le rôle, vous voyez, est important dans ces équipes, dans ces deux bases de données clinico-biologiques. Alors là, bon, volontairement, j'ai pris les nanotechnologies, même si on s'éloigne peut-être un peu du cancer du pancréas. Vous savez, les nanoparticules, c'est l'avenir, on nous vend ça comme le traitement du futur. En effet, c'est des transporteurs qui vont permettre, des vecteurs qui vont permettre d'amener des agents cytotoxiques sur le site directement. Il y a même des dispositifs miniaturisés qui véhiculeront des thérapeutiques. Ça peut être aussi la chirurgie assistée par l'imagerie. Alors effectivement, ça fait le bonheur des grands scientifiques, qui sont des physiciens, les chimistes, les biologiques, oui, mais alors, ces technologies sont certainement prometteuses, mais si on se pose la question, maintenant, quid pour les patients? Quel est le niveau d'évidence? Donc seul à l'avenir, si on vous propose, des études permettront de montrer, de confirmer les hypothèses, et surtout de démontrer l'intérêt du patient. Vous voyez, donc là, c'est là que les cliniciens et les chirurgiens ont un rôle essentiel à jouer. Donc, comment appliquer les chirurgiens? Donc déjà, je pense qu'effectivement, l'équipe chirurgicale, c'est important qu'ils soient aidés. En France, peut-être que là aussi, il y a un effort accompagné aidé pour rédiger les protocoles, élaborer les protocoles. C'est très important. Formation à la recherche clinique, très important. Et je voudrais faire une remarque un peu provocatrice sur les jeunes chirurgiens. C'est vrai que tous nos jeunes qu'on forme pour les masters, on leur fait faire des laboratoires, de la recherche fondamentale, ils sont très intéressants. Mais après, lorsqu'on se retrouve à passer à l'autre étape, recherche clinique, ils sont complètement dépourvus. Et on a l'impression que la recherche clinique, bon, c'est dommage qu'on ne leur propose pas plus souvent des masters en recherche clinique où ils connaîtraient comment monter un essai thérapeutique, comment faire la recherche transactionnelle, faire des études pronostiques. Et ça, je trouve ça vraiment dommage que ce pan, ces masters de recherche clinique, il en existe, soit le parent pauvre par rapport à nos jeunes. Voilà. Les chirurgiens ont intérêt de participer à ces plateformes technologiques et aussi participer au centre de ressources biologiques, très important. Et je pense qu'à terme, de plus en plus, on a parlé des bonnes pratiques, ça fera partie des bonnes pratiques lorsqu'on mettra les pièces opératoires, on confiera une partie des pièces opératoires dans ces centres de ressources biologiques. Voilà, donc simplement ce petit schéma, mais je vais avancer parce que Christian me fait signe qu'il faut aller vite. Donc je vais simplement terminer à la conclusion. La recherche transactionnelle, c'est de la recherche clinique, tout simplement. Je pense qu'en termes chirurgiens, c'est un message à retenir, c'est qu'il y a deux domaines prioritaires qui est intéressant pour les chirurgiens. C'est la collecte des tumeurs et des liquides biologiques, c'est très important. Et puis ensuite, les nouvelles technologies. Je pense que c'est important d'envisager, de proposer des essais thérapeutiques très précocement, les proposer aux patients dans le cadre d'essais cliniques. Toutes ces nouvelles technologies devraient faire l'objet d'essais cliniques avant d'être diffusées. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Bon. Max, je te donne tout de suite la parole. Oui, chef, je vais aller très très vite, le plus vite possible. Simplement, ce que je veux dire, c'est que ce qu'a dit Alain est fondamental. Si, en France, on considère qu'on a un certain retard dans le domaine de la chirurgie de pointe, et moi je le pense, c'est justement parce qu'on est incapable de s'occuper de méthodologie et qu'on n'est pas formé à ça. Et les types qui sont chirurgiens thoraciques et qui font de la méthodologie pratique sont très rares, très peu nombreux, à la différence des grands méthodo-théoriciens qui, eux, comprennent rien et savent pas ce que c'est que la clinique. Moi, simplement, je trouve que ce que vient de dire Alain est parfait, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a autre chose. Il y a un tout petit peu ce qui se passe en amont. Et puisqu'on parle de pancréas, je voudrais, et que c'est pour lancer la discussion, je voudrais dire un tout petit mot de comment ça se passait pour les greffes de pancréas segmentaires injectées de néoprène qu'on a fait quand j'étais tout petit, il y a une quarantaine d'années, et comment ça se passerait aujourd'hui. À l'époque, il y a deux dimensions, la dimension financière et la dimension administrative. Aujourd'hui, vous avez fait un très beau travail de laboratoire chez le rat, chez le cochon, chez le lapin, enfin chez le chien, tout marche bien. Vous êtes là, comment vous faites pour trouver du fric? L'INSERM, on vous envoie bouler. Le CNRS, c'est pas très difficile. Si c'est le cancer, l'INCA, tu as raison, ça peut peut-être quelquefois déboucher sur quelque chose. Il y a les PHRC, PRME, mais ça devient de plus en plus compliqué à voir. Il faut avoir des réseaux, des copains, des machins. Les STIC, si vous avez une entreprise qui apparaît dedans, et les entreprises qui peuvent financer dans le cas des dispositifs médicaux ou des médicaments. Ça bloque, ce système de financement bloque. Deuxièmement, le système d'autorisation. Nous, qu'est-ce qu'on avait fait pour les pancréas? Monsieur Cabrol, qui était l'établissement français des greffes, qui avait donné la bénédiction, et on était avancé. Aujourd'hui, vous avez le comité d'éthique locale, pas trop bête. Les protections de personnes locales, ils comprennent les choses. Mais après, vous tombez sur quoi? Vous tombez sur l'ANSM, vous avez d'immenses savants qui représentent toute la France et qui, dès qu'un projet est innovant, vous bloquent. Donc, vous n'avez pas l'autorisation. L'HAS, nous, on est vachement bien, mais on est très limité dans nos dimensions, puisqu'on peut donner un avis sur le protocole, mais l'ANSM l'a fait avant, en général, parce qu'il y a un guichet unique. Et puis, on a le cadre de l'article 165.1.1, c'est pour la prise en charge transitoire et dérogatoire de remboursement par l'assurance maladie, c'est que moi j'ai mis dans la loi en 2004 et qui n'est toujours pas appliqué 10 ans après. Voilà un truc. Donc le fond du problème, et je pense que l'Académie a un rôle à jouer clé dans ce domaine, si on veut aller de l'avant, si un jeune a une idée actuellement, le fond du problème, c'est de l'aider à faciliter le cheminement des financements et le cheminement administratif. Voilà ce que je voulais dire. Ça te va, non? Non, tu vas m'engueuler. Non. Non, ça ne me va pas. Ça ne me va pas. Parce que le sujet, c'est la recherche translationnelle. Et comment intéresser les chirurgiens. Et moi, je suis frappé par ce centre de collecte des tumeurs qui vient du monde entier, qui est au cirque, qui s'appelle EPIC. Et il faut non seulement intéresser les chirurgiens à la collecte des tumeurs, il ne faut pas que les pièces opératoires soient jetées, il faut développer le banking, mais non seulement des tumeurs, mais des liquides biologiques, du sang, de la salive, de l'urine, et le faire non seulement avant l'opération, mais dans les suites de l'opération. Donc c'est ça mon idée, c'était d'intéresser la communauté chirurgicale à ça. Un des projets de recherche que j'ai au cirque, c'est les micro-ARN et le cancer du pancréas. Et pour comprendre ces micro-ARN circulants, il faut pouvoir les collecter. Or, c'est dans les liquides biologiques qu'on peut les collecter. Donc, il faut étendre cette notion de banking des tumeurs au banking des liquides biologiques. Et actuellement, le banking du sang n'est pas fait. C'est le banking de tumeurs est à part et ils refusent de prendre des prélèvements sanguins en même temps que les tumeurs. Et la salive, je pense que prochainement, on va pouvoir faire le diagnostic de cancer du pancréas par un prélèvement salivaire. Ça va tout changer, ça va être bouleversant. Mais si on veut que nous, chirurgiens français, on entre dans la course, il faut qu'on s'équipe et il faut vraiment qu'on organise cette recherche translationnelle de la paillasse au lit du malade et vice-versa. Moi, mon petit point, c'était le point aigu, tout petit,
qui empêche le développement de la recherche nationale. Mais je pense qu'Alain connaît... Mais tu dois positiver. Tu es membre du collège de l'HAS. Tu es une personne importante dans le système. Et tu dois te décider. Tu es en position de pouvoir être parmi les décideurs. Donc il faut que tu prennes une position forte et pas dire « Ah mais en France, on peut pas, on peut pas ». Si, on peut si on veut. On peut si on veut, si on simplifie le système et si l'administration s'éclaircit et suit la volonté des politiques, parce que les politiques sont d'accord avec nous. Mais le fond du problème actuellement, c'est que comment tu décides, comment tu fais les centres de référence. Mais je pense que pour tout, il faut qu'on se fasse aider par des gens qui ont la rigueur méthodologique d'Alain Bernard. Alain Bernard, il faut que tu reprennes la parole. Des questions dans la salle. Bon, je me suis fait engueuler, mais c'est comme d'habitude. Attends, une question. Une question. Monsieur Dubousset, il faut annoncer son nom. Monsieur Dubousset, voilà. J'ai été très surpris que dans ces cancers du pancréas, il n'y ait pas de biopsie pré-traitement. Est-ce faisable? Est-ce dangereux? Est-ce que c'est ça? Parce que les progrès qu'on a fait considérables dans le traitement des ostéosarcomes, des Ewing, etc., ont toujours porté sur la comparaison de la tumeur avant le traitement à la tumeur après le traitement. Oui, mais Monsieur Dubousset, je peux vous rassurer, le prélèvement de la tumeur pancréatique est possible maintenant par écho-endoscopie et ponction sous écho-endoscopie. C'est ce qui est fait, non pas en routine, parce que, excusez-moi, laissez-moi répondre, il y a des cas où ça n'est pas intéressant. Ça ne sert à rien parce que le diagnostic est évident. Donc, il y a des cas où on peut s'en passer. Mais si on doit le faire, on le fait. Ça ne pose aucun problème, ça. Et ça s'est beaucoup développé, ça, maintenant. C'est tout à fait... Mais... Pouvez-vous déterminer l'histologie par simplement des images ou même des dosages? Parce que là aussi, on va pouvoir s'en passer par les micro-ARN circulants. Voilà. Alors, attends, il y a d'autres intervenants et après tu reprends la parole. Yves Chapuis. Yves, le micro. Bon. Et François Richard. Bon, pour ceux qui, comme moi, ont connu le cancer du pancréas il y a 20 ans, je crois que la séance de cet après-midi nous a montré qu'il y avait tout de même des progrès, non pas sensibles, mais essentiels, en dépit quand même de chiffres de progrès qui restent, disons, pas extraordinaires. La question que je voulais poser, c'est qu'au début, mon cher président, mon cher ami, il a été question des caractérisations des tumeurs en fonction de l'étude des caractéristiques, j'allais dire génomiques, génétiques de la tumeur. Or, si j'ai bien vu la diapositive, il semblerait que le cancer du pancréas, dans l'état actuel des choses, ne permette pas, en fonction des différents types de tumeurs, d'avoir des informations suffisamment précises pour pouvoir attaquer ces tumeurs avec des techniques, on l'a vu hier par exemple à la médecine, comme l'espoir en matière de traitement du mélanome, ou des types de vaccination, je dis vaccination ou autres, ou de moyens divers, permettent d'avoir un traitement, disons, qui n'est plus chirurgical ou qui peut être associé. Alors, où en est-on? Est-ce qu'on peut dire maintenant si véritablement on est au point mort ou s'il y a des espoirs dans ce domaine-là de cette voie thérapeutique? C'est le sujet qui m'intéresse le plus, là, au cirque. Et manifestement, la génétique a montré ses limites dans ce domaine, à cause de la complexité génétique que je vous ai montrée. En revanche, l'épigénétique est extrêmement prometteuse. L'épigénétique, c'est ce qui permet de bloquer l'expression des gènes, que ce soit des gènes suppresseurs de tumeurs ou des oncogènes. Et on sait maintenant manipuler les micro-ARN en fabriquant des analogues des micro-ARN, sont les Myrmimix, ou des antagonistes des systèmes qui bloquent les micro-ARN. Et vraisemblablement, on va pouvoir maintenant démonter le mécanisme d'action des micro-ARN sur les cellules souches cancéreuses du cancer du pancréas et agir par ces manipulations de micro-ARN. Et c'est ça le programme prometteur. Ce n'est pas d'agir
par un mécanisme génétique, mais par un mécanisme épigénétique. Donc ça va être un bouleversement maintenant, à la fois diagnostique et thérapeutique. François Richard. Merci. Non, c'était à propos du très bel exposé de Del Perro que j'ai beaucoup apprécié sur le problème des centres experts. Et la question, c'était, en effet, c'est très difficile de définir les centres experts. Inversement, on peut le définir à l'envers. C'est dans des cas d'intervention ou de pathologie difficile, comment faire vis-à-vis des collègues qui ont, au contraire, une activité. Cette fois-ci, on l'a vu sur une des diapositives, une duodénopancréatectomie par an. Est-ce que c'est raisonnable ou pas? Et comment... C'est déjà, si on résolvait ces problèmes, les problèmes des centres experts se résolveraient peut-être secondairement. Donc, comment on pourrait faire? Est-ce que les réseaux... Parce que c'est pas parce que quelqu'un en fait un par an, s'il a l'habitude de travailler avec une équipe, ça peut très bien se passer. Mais s'il en fait un par an qui est tout seul, quel est ton avis? Jean-Robert, une réponse courte, s'il te plaît. La première façon d'aborder les choses, c'est la structure. Par exemple, on pourrait dire... On exige, pour faire de la chirurgie pancréatique carcinologique, qu'il y ait un département de radiologie interventionnelle à disposition. Déjà, ça screen. Il faut être capable de pouvoir proposer une artériographie pour gérer un pseudo-anévrisme s'il arrive, etc. C'est une première façon de discriminer les choses. L'environnement. Voilà. L'environnement peut être une première façon de discriminer les choses. Ensuite, moi, je vais me répéter, je m'en excuse, mais je crois beaucoup au fait qu'il faut former les gens à opérer correctement, quoi. Ça, c'est la première, okay. La première base de... Bon, Jean-Robert, on l'a compris à l'issue de cette séance. Alain Sauvanet, rapidement. Attends. À messieurs... Ah oui, je voudrais répondre à messieurs Dubousset et à monsieur Chapuis. Il pourrait y avoir un rôle plus important qu'actuellement pour la biopsie pré-thérapeutique. Habituellement, quand on peut opérer les cancers, on les opère. Et on a la preuve histologique comme ça, et on se trompe dans 3, 4, 5% des cas. Mais on commence à avoir disponibles sur la tumeur des biomarqueurs, je ne sais pas si le terme est le bon, qui sont des marqueurs détectables par immunohistochimie qui peuvent prédire l'efficacité d'une chimiothérapie. Donc, par exemple, il y en a un qui est identifié pour prédire l'efficacité de la gemcitabine, qui est la chimiothérapie de référence, qui est HENT1. HENT1, c'est publié depuis 2009, ça a été republié cette année. Ça a l'air d'être un bon marqueur et ça permet de donner avec plus de pertinence de la gemcitabine ou une chimiothérapie à base de gemcitabine, par exemple, en néoadjuvant, pour limiter le risque de voir apparaître des métastases dans les quelques semaines ou quelques mois qui suivraient une chirurgie. Et je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça. Bon, personnellement, c'est mon opinion. On va aller de plus en plus vers ça. On va biopsier de plus en plus systématiquement les tumeurs parce qu'on sait à peu près quelles sont les limites de la chirurgie maintenant. On en a parlé longuement et les progrès sont lents. Ils existent, mais ils sont lents. Je pense qu'on a plus à attendre des traitements systémiques. Et les traitements systémiques, on les appliquera d'autant mieux qu'on les fera sur des données objectives. À toi. Oui, alors je vais répondre. Courte. Ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que l'avenir, alors pour surtout nos jeunes chirurgiens, je pense qu'on ne doit plus opposer les chirurgiens et les médecins. Toutes ces recherches transactionnelles, c'est réservé aux cliniciens et aux chirurgiens à part entière. Donc il faut qu'ils s'impliquent dans les tuberothèques, dans les prélèvements de liquide, etc. Je pense que c'est fondamental et il faut pas uniquement se contenter à sa pièce opératoire. Il faut avoir une vision bien plus large et participer aux essais cliniques et, si possible, même être investigateur, promoteur d'essais cliniques. Voilà, c'est un petit peu la question que je vous dis. La remarque que je ferai, il faut être convaincu que le chirurgien est au même titre dans tous ces essais thérapeutiques, dans toute cette recherche, au même titre que le clinicien. Non, je suis engagé à ce que cette séance se termine à l'heure. Elle se termine à l'heure. Donc nous n'avons pas fait le tour du sujet. Loin de là, nous avons cependant abordé quelques points clés de la chirurgie du cancer du pancréas. Et je repasse la parole à notre président. Merci. Bon, au nom de tous, je voudrais remercier Christian Partinski qui nous a organisé une très belle séance, ainsi que tous les orateurs et les discussants. Merci beaucoup.